froid de prendre du temps dans vos vies trépidantes pour venir témoigner. Donc on est ravis d'accueillir aujourd'hui Soukaina, Maria et Marianne qui vont nous parler un petit peu de leur expérience en tant que femmes entrepreneurs, entrepreneuses ou entrepreneurs, je ne sais pas ce que vous préférez. Je sais pas, entrepreneur. Ouais, de toute façon, vous êtes en action, c'est ce qui compte. On va voir qu'en plus, elles ont plusieurs cordes à leur arc et c'est assez remarquable de ce fait-là. Donc, je vais me présenter rapidement, puis en introduction, peut-être vous présenter le travail qu'on fait sur l'entrepreneuriat au féminin. On voit que ça représente quand même un certain nombre de problématiques. Donc, Julie Tixier, je suis maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel et coordinatrice pédagogique au sein du PEPIT 3EF. Et aujourd'hui, je vous parle aussi au nom de l'Observatoire Auréligue, qui est l'observatoire de représentation de l'entrepreneuriat lié au genre. Auréligue, en fait, c'est un collectif de 8 chercheurs et chercheuses qui s'interrogent un petit peu sur l'entrepreneuriat au féminin, et notamment dans les pépites, parce qu'aujourd'hui, on a toujours à peu près 35% de femmes qui entreprennent, à peu près 38% de femmes au sein des pépites, et on se demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui entreprennent, pourquoi il n'y a pas autant de femmes que d'hommes. Ou en tout cas, comment ça se passe, est-ce qu'elles entreprennent différemment ou pas, quels sont leurs profils, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les anime dans l'entrepreneuriat. Globalement, on les observe. Les trois, mais pas que. Donc on a réalisé un premier baromètre l'année dernière et on va en réaliser un autre l'année prochaine. Enfin cette année, pardon, en 2022, pour observer un petit peu, recueillir les informations, recueillir un peu des témoignages des femmes qui entreprennent. Donc pour vous montrer mes collègues, qui sont un petit peu partout en France, donc on travaille sur Zoom essentiellement, et on s'est interrogé sur le profil des étudiantes qui entreprennent. Donc on a eu des réponses dans 30 pépites sur 33, donc on voit qu'on est un petit peu partout en France. Et on se rend compte que une première data, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, hein, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais une première chose, c'est que 72% des filles qui entreprennent dans les pépites ont une expérience associative ou militante antérieure. Je ne sais pas si c'est votre cas, toutes les trois. Mais c'était intéressant comme profil, ça donne déjà une personnalité, une idée de la manière d'entreprendre. On s'est interrogé donc sur les motivations et l'engagement. Ce dont on se rend compte très vite, c'est que les filles qui entreprennent, elles veulent entreprendre pour s'accomplir personnellement et professionnellement. Il y a une idée de faire quelque chose, de donner du sens, de travailler pour donner du sens à la fois à sa vie professionnelle et personnelle, et aussi changer des choses dans la société. Donc on trouvait que c'était intéressant aussi de creuser ces points-là. Donc il y en a 61% qui nous disent « Je souhaite créer mon entreprise, donner un sens à ma vie et à celle des autres ». Il y a l'idée d'innover, l'idée de changer la vie des autres, d'être auteur de sa vie. Donc on en avait aussi 85% qui pensaient qu'une femme qui entreprend doit être tenace, courageuse, audacieuse. En revanche, quand elles décrivent les hommes qui entreprennent, elles parlent d'ambition. Le courage, ça arrive, mais par la suite. Donc on se demandait si c'était la perception des femmes sur les hommes qui entreprennent. Donc on va interroger aussi les hommes qui entreprennent pour avoir aussi leur point de vue. Et quand elles disent les jeunes qui entreprennent, hommes ou femmes, elles parlent aussi de courage, de ténacité et d'ambition. Donc est-ce que c'est un effet de génération ou est-ce que c'est un effet de genre? C'est ce qu'on va creuser pour vous expliquer un peu notre tambouille. Elles ont conscience des obstacles, et ça vous allez nous en parler aussi, des obstacles financiers, des obstacles de légitimité. On se rend compte, et ça les études le disent, que c'est plus dur de lever des fonds quand on est une femme. En général déjà, elles s'autocensurent, elles demandent moins, et en plus, elles obtiennent de fait moins. Donc nous, on est là aussi pour vous dire, demandez plus. De toute façon, vous obtiendrez moins, mais il faut y aller. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est que 60% disent ne pas craindre les stéréotypes de genre. Dire on sait qu'on a plus de mal en termes de légitimité parce que femme, mais on y va. On y va. On sait que ça va être dur,
mais on y va, on lève les freins, on lève les obstacles petit à petit. Donc il y en a une qui nous disait « Je ressens toutes sortes de peurs, mais j'essaie de les relâcher et de garder le cap, car je pense qu'elles sont les premières sources d'échecs. » Donc c'est l'idée de toute façon d'avoir conscience des obstacles, mais d'y aller. Donc c'est ce qui nous intéressait, je vous l'ai dit en très très court, on a un rapport de je ne sais même plus combien de pages, bon, on va en faire l'économie. Hein. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des témoignages de Soukaina, de Marianne et de Marie ou Marianne? Les deux marchent. Ouais, vous allez nous expliquer pourquoi. Donc je voulais leur demander déjà de se présenter, de parler de leur parcours et de leur entreprise, et puis en plus après de nous spécifier un petit peu les freins qu'elles ont su lever, dont elles ont conscience et qu'elles ont su lever. Je ne sais pas, Soukaina, tu veux commencer? Oui, bonjour à tous. Si jamais ma voix, vous n'entendez pas, vous allez me prévenir parce que j'ai tendance à avoir une petite voix. Donc moi c'est Soukaina, j'ai 31 ans, je suis doctorante en 2e année au sein de l'IRG et je suis la fondatrice de Kidibox, qui est une box ludique et créative pour les enfants de 6 à 12 ans, de toutes les origines, sans frontières et à vocation internationale. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un projet qui a pris naissance après la naissance de ma première fille, qui a donné naissance à ma vie et qui m'a vraiment motivée à créer un produit qui va répondre à un besoin que je vous expliquerai en détail plus tard, mais pas uniquement à mes filles, mais à tous les enfants du monde, peu importe leur nationalité, peu importe leurs origines. Et la particularité de cette box, c'est que les parents, ils sont acteurs dans la décision d'achat. C'est-à-dire que ce n'est pas une box que le parent va commander et qu'il va recevoir mensuellement, mais c'est le parent qui va choisir la composition de la box de son enfant. Parce qu'on peut avoir un couple, par exemple, moi je suis marocaine, mon conjoint il est français, et bien on a une double culture à la maison. Donc nous parents, quand on voudrait acheter le produit pour nos enfants, on peut sélectionner soit le Maroc, soit la France, soit les deux, et on peut composer en fonction des thèmes qui sont disponibles, histoire, géographie, musique, artisanat, cuisine, plantage, jardinage, etc. Quelles sont les activités qu'on souhaite que notre enfant découvre, utilise, pour qu'il puisse découvrir son pays d'origine, loin un peu des stéréotypes et des vacances d'été une fois tous les combien d'années qu'on puisse y aller. Et ça a vu le jour justement courant la crise, parce que j'ai donné naissance à ma première fille et j'ai pas eu la chance de rentrer chez moi auprès de ma famille pour qu'elle puisse faire cette rencontre. Et ma fille aujourd'hui, elle ne connaît pas encore ses origines culturelles, etc. Sinon, brièvement, après si vous avez des questions, pour mon parcours, moi j'ai fait des études de commerce, donc j'ai fait du marketing et action commerciale après un bac ES. Je suis née, j'ai grandi au Maroc, donc j'ai fait une partie de mes études au Maroc. Et après l'obtention du master, j'ai intégré un groupe agroalimentaire en tant qu'assistante chef de produit. Donc j'ai travaillé un peu sur des produits food, type panzani, tout ce qui est pâtes, etc. Et en parallèle, je faisais des études, parce que oui, je suis une passionnée d'études. Je faisais des études, une formation le soir pour payer, je travaillais pour payer mes études. Et cette formation, c'était en 2 ans, donc c'était en double diplomation entre l'université marocaine et l'UQAC, l'université du Québec à Chicoutimi, où j'ai réussi à faire ma 2e année là-bas pour soutenir mon mémoire, parce que je ne pourrais pas dire que c'est une thèse. Là, en faisant la thèse, je prends compte de l'ampleur du terme. Donc cette double diplomation, elle portait principalement sur le management des organisations et l'entrepreneuriat. Et moi, dans mon esprit, pour faire un projet entrepreneurial, j'avais le sentiment et la conviction qu'il fallait que je passe par cette case pour que j'étudie l'entrepreneuriat, que je maîtrise les outils et que par la suite je me lance. Pour des contraintes personnelles, je n'ai pas réussi à me lancer, mais je me suis lancée dans l'associatif. Donc j'étais membre de ISEC, c'est une association internationale pour les étudiants un peu partout dans le monde qui font des études sciences économiques et sociales. Et j'étais responsable du pôle qui permettait à tous les étudiants marocains de faire des stages à l'étranger. À chaque fois que j'envoyais, que je signais des partenariats, notamment avec Harley Davidson, Microsoft, eBay, etc., j'arrivais à permettre à un étudiant marocain de trouver une opportunité en Inde, en France, partout dans le monde.
Et ça nous permettait aussi d'avoir l'aspect culturel et la vision des autres étudiants internationaux au Maroc. Donc c'était une forme d'échange, un peu comme Erasmus ici pour vous, mais on était plus sur des stages de 6 à 1 an qui débouchaient souvent vers des CDI. Pratiquement sur, je dirais que 35% de tout l'effectif que j'avais recruté, ils se sont installés au Maroc parce que voilà, ils ont décidé de ne pas retourner en Inde, ne pas retourner au Mexique, ne pas retourner en Bulgarie parce qu'ils ont aimé vivre au Maroc. Et pareil pour les Marocains que j'ai envoyés, ils s'y plaisent là où ils sont. Et donc quand j'ai passé mon année au Canada, je travaillais à cette époque-là chez Heineken, donc là aussi dans le marketing, tout ce qui est produit, et je m'occupais du marché néerlandais, français et marocain, vu que c'était mon pays d'origine, donc il leur fallait quelqu'un qui parle arabe et qui comprend la culture. Parce qu'on est un pays, voilà, mis à part la religion, on avait quelques contraintes quand on voulait marketer le produit. C'est un produit qui se consomme, certes, mais qu'on ne peut pas consommer librement, ouvertement devant tout le monde, et sur lequel on ne peut pas communiquer comme lorsqu'on communique ici en France avec des affiches. Donc voilà, tous ces aspects culturels font qu'ils avaient besoin d'une personne originaire de ce pays-là. Et puis là, je vous raconte l'histoire. Pour un choix de cœur, on a rencontré mon conjoint, on a décidé de s'installer en France. Moi, après le Canada, j'ai travaillé aussi aux Pays-Bas, chez Heineken notamment, et de là, je suis arrivée en France. En arrivant en France, je me suis rappelé un peu de mon projet de faire une thèse, mais ce n'était pas facile parce que je ne connaissais personne, je n'avais pas de directeur de thèse, je n'ai pas étudié ici, donc personne ne me connaît. J'ai essayé de vendre mes diplômes, mes félicitations du jury après l'obtention du Master of Science de l'UQAT. Non, on ne vous connaît pas madame, en plus vous venez du Canada, donc c'est pas le même système. Et j'ai décidé de faire le Master M2CER à l'UPEC en 2019 pour justement essayer de trouver un directeur de thèse et déboucher par la suite. Et courant la première année, j'ai eu la chance de suivre le SPOC LabSci proposé par la Pépite. Et d'ailleurs, c'était grâce à un collègue, Gilbert, qui avait commencé avant moi, mais qui ne l'a pas terminé. Donc je le remercie, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu terminer ce chemin. Donc j'ai intégré le SPOC et j'ai eu M. Zartarian, que je remercie aussi, parce qu'il m'a permis de terminer un peu la formation, le processus, et voilà, d'avoir un business plan pour mon projet. Et après, voilà, je gère la thèse, et je pense que j'ai dépassé les 10 minutes. C'est pas grave. Donc vous gérez l'entreprise, la thèse et mes enfants. Oui. Ok. Maria. Ouais. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maria Troitskaya, je viens de Moscou et ça fait bientôt 6 ans que je suis en France. Je suis architecte, diplômée en Russie, et après j'ai fait école de beaux-arts à Paris pour mon master. Là je suis en train de faire le doctorat, mais mon sujet et mon projet que j'ai lancé en 2014, c'est l'idée j'ai créé ma marque de pâtisserie. Et comme je suis architecte, je fais les gâteaux architecturaux. Je ne sais pas s'il y a des slides, ce sera possible de montrer les gâteaux. Oui. C'est sur le clé USB. Ah, la clé verte, pardon. Ouais. Ça sera un petit peu pardon. plus simple. Oui, parce qu'on a un petit échantillon ici, mais oui. Excuse-moi, je vais le faire tout de suite. Du coup, ça fait bientôt 10 ans que je fais les gâteaux. Je suis plutôt autodidacte, mais j'ai beaucoup travaillé pour les brands partout dans le monde, aux États-Unis et à Londres, et je travaille beaucoup à Paris, dans les pâtisseries et restaurants. Voilà, mon projet et l'idée principale, c'est de créer un lieu. Et comme je suis architecte, c'est à moi d'inventer l'intérieur. J'ai déjà fait quelques 3D, la visualisation de mon futur lieu. Ce sera le lieu qui mélange l'idée de l'atelier, où je pourrais donner les cours, parce que je donne aussi les cours de pâtisserie. À côté, ce sera un coworking où les jeunes entrepreneurs aussi, et les freelancers peuvent travailler aussi à l'intérieur, et point de vente où je peux vendre mes gâteaux. Et comme pour l'instant, je fais les gâteaux sur commande, je n'ai pas beaucoup de concurrence en France, et c'est bien. J'aimerais bien aussi créer un lieu où je pourrais réaliser les gâteaux sur commande. Donc voilà, pour l'instant, je travaille avec les particuliers ou avec les compagnies pour les événements et mariages. Mais l'histoire, c'est de trouver un investisseur. J'ai déjà créé mon business plan il y a 1 an. Et comme c'est Covid, c'est devenu assez compliqué de lancer l'idée d'ouvrir un lieu. Mais j'espère qu'un jour, ça va aller.
Pour l'instant, ça marche bien sur le chiffre d'affaires pour les gâteaux sur commande. Comme je fais, ça fait, je pense, en France, je fais depuis 2 ans, vraiment à temps plein. Donc voilà. Alors, Je sais pas si... J'ai trouvé les gâteaux, Ouais. mais j'arrive pas à les projeter. Ouais, j'ai besoin d'aide. Désolée. Mais bon, ça fixe. Comme je suis architecte, j'essaie de mélanger deux métiers. Je pense que ça se voit. Et je suis toujours inspirée par les architectes. Et j'ai déjà inventé la première collection pour un futur lieu que j'aimerais bien ouvrir très bientôt. Voilà, et un peu quelques célébrants avec lesquels j'ai réussi à travailler depuis 5 ans à peu près. En France et pas que en France. Et j'ai créé quelques visuels de mon lieu je sais pas, de rêve de cette pâtisserie. Je me suis dit que c'est le plus important, c'est déjà visualiser dans la tête pour après réussir à créer ça en France. Donc voilà, et comme je suis architecte, ce sera beaucoup plus simple au niveau des travaux et suivre les chantiers, etc. Donc je crois que aussi pour le budget, pour je sais pas, réussir à garder un peu plus d'argent, ce sera aussi très pratique. Donc voilà. Et l'idée dans le lieu, c'était aussi de faire des formations. C'est ça, oui, quand j'organise les masterclass, bien sûr, ce sera très important. En fait, pendant le Covid, j'ai réussi à trouver mon premier investisseur qui était très intéressé par ce que je fais. Du coup, pendant le Covid, on a réussi à lancer l'école en ligne. Malheureusement, ce n'était pas en 2020, c'était bientôt en 2021. Donc, mais on a eu pas mal de clients pour la première année. Là, on a commencé en Russie et en russe, donc c'était beaucoup plus simple pour le marché. Mais là, le but, c'est de traduire en français et en anglais pour lancer vraiment l'école en ligne internationale, faire l'école en ligne internationale. Donc, super. Voilà. Les projets à venir. On a hâte. Alors, je vais utiliser la technique, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais essayer de mettre ta présentation. Normalement, on est prise. Voilà. Ça marche? Oui, mais c'est de côté. Je crois qu'on peut le tourner. Ouais. Alors, on va voir la présentation de Marianne. Ouais, du coup, c'est sur l'entreprise que j'ai créée il y a 1 an, qui s'appelle Ignosis. Et l'idée, c'est de revaloriser le milieu paramédical, qui a beaucoup souffert, notamment pendant la crise Covid-19, mais qui déjà avant souffrait aussi, mais on le voyait moins, en offrant des formations en fait, qui soient plus adaptées à leurs besoins et à leurs contraintes. Et donc, c'est vraiment l'idée du projet. Donc, des formations numériques. Donc sur le projet, c'est cofondé par moi qui suis de formation ingénieur et par Valentin qui est interne en pharmacie, donc qui amène plutôt les connaissances médicales et moi plus la technique, donc la création des formations. Après mon bac, du coup, je suis partie faire une classe préparatoire pour intégrer les écoles d'ingénieurs. J'ai intégré l'école de l'ISBS, donc qui fait partie du réseau Epicène, donc c'est une école d'ingénieurs qui est ici à Créteil. Et la filière ISBS est à l'hôpital Henri Mondor, donc juste à côté. Et c'est une école de biomédicale et informatique de la santé. Et actuellement, je fais le D2E au Pépite 3E. Le projet, donc pour en parler plus précisément, donc l'idée, c'est de créer des formations numériques pour le personnel paramédical, qui soient adaptés à leurs besoins et contraintes, c'est-à-dire qu'eux, ils ont énormément de travail, ils n'ont pas forcément le temps de se faire former, et quand on les forme, il faut remplacer bien sûr la personne qui est formée, payer les frais de déplacement, etc. Donc pour le directeur qui forme son personnel, c'est énormément de complications. Surtout qu'on n'est pas sûr que l'intérimaire arrive, il y a souvent des intérimaires qui ne viennent pas, donc ça fait des personnes en moins dans le service. Et pour l'apprenant, les formations sont très classiques, c'est des formations en salle comme en cours où on a un formateur qui nous parle et il n'y a pas forcément de multimédia, de vidéos, d'interactions, etc. Donc l'idée c'était vraiment d'amener ce côté-là dans la formation. Donc nous, comme on a commencé en plein Covid, on a fait des formations 100% numériques qui sont vraiment accessibles que sur internet, mais l'idée c'est d'aller vers du blinded, c'est-à-dire mi-formation présentielle, mi-formation distancielle, parce que c'est quand même important de pouvoir discuter à la fois avec un formateur humain et à la fois avec des collègues qui peuvent échanger sur le sujet. Voilà.
Donc nous on propose 2 types de services actuellement, donc un catalogue de formation 100% virtuel qui est disponible donc, sur notre site internet donc, tous les jours à n'importe quelle heure. Il suffit de se connecter, donc créer son compte et d'avoir bien sûr la licence d'accès à la formation. Donc cette licence elle est achetée plutôt par le directeur qui va former ses équipes. Et on propose aussi des créations de formations sur mesure, donc ça c'est plus pour les entreprises ou pour les centres d'accueil médicalisés qui veulent une formation KE qui est clé en main, qui répond totalement à leur cahier des charges. Donc voilà. Donc c'est du B2B. Exactement. Ok. Et voilà, et là c'est pour nous suivre sur le réseau si vous voulez. Merci. Merci à toutes les trois. Donc on a un premier aperçu de leur parcours qui est riche, qui est vraiment très intéressant et impressionnant, j'avoue. Maintenant, moi j'avais des petites questions pour lancer la discussion. Je voulais savoir si vous avez ressenti, et ça c'est complètement subjectif, on est bien d'accord, hein, des difficultés particulières parce que femme entrepreneur, ou si ça apparaît complètement, de manière complètement transparente. Moi, honnêtement, quand j'ai travaillé beaucoup dans les restaurants et les pâtisseries à Paris, j'ai jamais senti quelque chose contre moi. Je sais pas, j'étais toujours comme les autres, on était tous pareils, dans le même lieu. Sinon, peut-être c'est un peu l'histoire, comme je viens de Russie, c'est un peu une autre culture. Du coup, c'était un peu l'histoire que quand même une femme doit être je sais pas, plutôt à la maison ou je sais pas, gérer les enfants. Comme moi, j'ai toujours trouvé la liberté et je voulais être toujours libre et indépendante. Pour moi, c'était très important de lancer mon propre projet. J'ai jamais travaillé pour quelqu'un et j'ai préféré toujours être patron de mes employés. Donc j'étais un peu toujours contre cette je sais pas, vague de société. Mais je trouve que voilà, une femme moderne et que j'ai les enfants, en même temps avoir son propre business, je sais pas, faire les études, voilà, c'est possible. Je sais pas, on peut faire tout. Donc moi, voilà, toujours dans ce concept de réussir malgré tout. D'accord. Mais c'est vrai qu'il faut être forte, vraiment forte, peut-être même plus que les hommes, je sais pas. Moi, je seconderais Marianne par rapport à un point très important qui est la culture, parce que justement, quand on vient d'une culture différente, ou même quand on est né et qu'on est français, il y a toujours la dimension culturelle qui joue un rôle important de comment les gens nous regardent. Quand on est femme, et surtout quand on devient maman, eh ben, pourquoi chercher à aller plus loin? C'est bon, il faut rester à la maison. Il n'y a pas mieux que toi, maman, qui va s'occuper de tes enfants. Sauf que non, avant d'être maman, je suis une femme, j'étais une jeune fille, j'avais des rêves, que j'avais listés d'ailleurs sur un petit carnet que je garde toujours. Et à chaque fois que je me dis, c'est bon, peut-être ils ont raison, et que je commence à douter de moi, je sors le petit carnet et je me dis non, j'ai pas encore terminé. Parce que là, pour la petite anecdote, j'ai encore le rêve de conduire une Harley par exemple. Ça, je veux le faire, je me dis même si j'ai 90 ans, ben, je veux le faire. Et c'est juste pour vous dire qu'il y a toujours cette perception de comment les gens ils vous regardent et comment ils peuvent influencer votre propre confiance en vous. Vous pouvez avoir une idée qui n'est pas forcément innovatrice, qui existe déjà un peu. Si on prend mon projet, les box, ça a pris de l'ampleur durant les dernières années, ça commence à se développer parce que justement, il y a ce côté ludique, il y a ce côté sympa de recevoir une petite box à la fin de chaque mois pour faire une activité X ou Y. Mais il n'y a pas de box, enfin en tout cas en faisant mon étude de marché, j'ai pas vu de box qui s'adresse à des enfants qui sont originaires de l'Inde, du Cameroun, de n'importe quel pays, et qui leur permet de découvrir leur origine, leur culture. Venez, on découvre par exemple le Maroc à travers son histoire, pas à travers le voyage qu'on va faire durant l'été pour voir la mosquée et prendre une photo. Ça, ce n'est pas la culture. Et pas en lisant des Wikipédia ou des pages de livres plus tard. Non, c'est en faisant des propres activités. C'est pour découvrir cette mosquée-là, eh ben, je vais vous permettre de lire une petite fiche ludique, composer la mosquée en miniature et permettre à l'enfant de développer un peu toutes ces dimensions de motricité, de connaissances et de lui donner de nouvelles connaissances par rapport à sa propre culture. Et le parent, il joue un rôle très important parce que c'est lui qui décide s'il veut que ce mois-ci son enfant découvre un thème 100% histoire ou s'il veut faire plutôt avec lui une activité de cuisine. Et donc là encore, on va préparer des gâteaux originaires de la culture en question.
Si je parle de freins, moi j'ai eu plus des réflexions et des reproches. Oui, d'ailleurs là je me suis familiarisée avec les reproches parce que en faisant une thèse, en étant enceinte, en faisant des études, en ayant des enfants, en continuant la thèse, en refaisant un congé parental et en postulant pour le statut étudiant-entrepreneur, d'ailleurs que je remercie, enfin, je vous remercie. En continuant tout ça, on m'a dit il y a forcément un plan sur lequel vous n'êtes pas performante et ça serait sûrement vos enfants. Pourquoi? Pour me culpabiliser. Parce que déjà, moi, je culpabilise. Si je crie ou je ne suis pas bien, on culpabilise en fin de journée parce qu'on n'a pas réussi à faire telle activité ou telle activité. Mais là, à faire tout ça, on me dit, vous n'allez pas y arriver. Je leur dis, ok, merci, parce que moi, plus vous me dites, vous n'allez pas y arriver, plus je veux me battre. Moi, je suis comme ça, je fonctionne à l'opposé. Après, si on vous dit ça et que vous commencez à douter de vous, dites-vous que non, il n'y a pas de raison en fait. C'est pas la peine d'échouer parce que vous aurez toujours des freins. Et parmi d'ailleurs un autre frein, et je m'arrêterai là, c'est plus par rapport au financement. Financement bancaire pour une maman qui a lâché son CDI, notamment chez Google, et qui me regarde bizarrement. Ah, tu as quitté ton CDI chez Google, mais pourquoi? Est-ce que tu as eu un problème? Non, c'est juste que j'ai décidé de faire une reconversion, ça arrive. Non, sûrement tu as été incompétente sur un plan. Il y a toujours ce doute. On vous pousse à vous remettre en question. C'est vous qui avez un problème, c'est pas la société. Alors que non, chacun a sa part de responsabilité. Donc les banques, j'avais contacté quelques banques qui ont refusé parce que ça existe déjà, on ne voit pas trop, voilà, vous êtes femme. Et j'ai eu des femmes, des responsables bancaires femmes. J'ai eu une fois une femme et une autre fois un homme. Pour vous dire que ce n'est pas question de genre, que ça peut vous arriver d'une femme comme d'un homme. C'est pour ça qu'en ayant consulté un peu d'autres personnes, je vais me lancer vers une campagne de financement participatif. Ouais. Et plus vous me dites non, plus je vais y aller. Voilà. Mais il y en a quand même qui disent non. Il y en aura toujours qui vous diront oui. Après, on crie sur les enfants même quand on ne fait pas tout ça. Ah bon. Faut déculpabiliser. Et madame, du coup, est-ce que tu entreprends avec Valentin? Ouais, est-ce que vous avez séparé les rôles? Que... Totalement, moi je fais tout ce qui est création. Enfin, comment dire, vraiment la technicité, moi je crée les modules, etc. Et lui, il bookine, quoi, il dit vachement de référentiels pédagogiques, etc. Il écrit plus le script. Et moi après je mets en place. Donc, moi j'ai pas eu de problème plus que ça, je me suis pas sentie rejetée ou on m'a pas critiqué parce que j'étais une femme, on m'a pas dit non parce que j'étais une femme. Après le milieu paramédical, c'est un milieu très féminin. Les aides-soignantes, les infirmières, on dit infirmières parce que c'est globalement des femmes. Et les cadres de santé sont habitués à travailler avec des femmes. Donc moi dans ce milieu-là, il n'y a pas eu de problème. Et le milieu médical généralement est assez ouvert. Donc moi j'ai pas eu de soucis du tout. Et largement féminin. Oui, exactement. C'est positif, quoi, c'est super. Alors moi j'ai une question très intéressée et peut-être ça va vous intéresser aussi. Pour Pépite, par exemple, vous parlez toutes les trois de Pépite, mais même pour d'autres associations ou autres qui essaient de développer l'entrepreneuriat au féminin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que les filles entreprennent, que les jeunes femmes entreprennent? Parce que ici on a un public de jeunes femmes et de jeunes hommes qui va avoir suffisamment confiance aussi en soi et en son projet pour entreprendre. Comment faire en sorte, en tant que prof aussi, parce que je suis enseignante aussi, de transmettre cette possibilité, cette alternative aux jeunes filles? Est-ce que vous avez des leviers? Est-ce que vous avez des clés? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait tilt où vous vous êtes dit mais oui, du coup je vais y aller? Moi, si je peux commencer. Moi, je pense que la pépite, elle a tout son sens. C'est une vraie pépite et il faut vraiment la valoriser. Dans le sens où, peut-être en organisant plus de sessions de coaching sur des thèmes spécialisés. Permettre, par exemple, pour se lancer en entrepreneuriat, je résumerai l'entrepreneuriat en 4 points. L'offre, le produit, la communication, un peu les 4 P du marketing. Mais ce n'est pas que ça. Donc c'est aussi un travail sur soi, sur sa confiance, sa posture, pour pouvoir faire face aux difficultés. Donc peut-être pour les femmes, et en tout cas toutes les femmes entrepreneurs, futures femmes entrepreneurs, organiser ce genre d'ateliers, de coaching, de sessions, mais de façon récurrente.
pour que ça soit un rendez-vous peut-être tous les mois ou voire tous les semestres en fonction des intervenants. Et de ça, créer vraiment un réseau, parce que le réseau, il joue un rôle très très important. Mis à part LinkedIn, mis à part le réseau de LinkedIn, le réseau vraiment humain comme ça, le contact qu'on n'a pas eu la chance d'avoir durant ces 2 dernières années, joue un rôle très important. Et j'ai une idée, peut-être vous allez la trouver bizarre, mais peut-être retranscrire un peu toutes les success stories des femmes entrepreneurs, que ce soit de la pépite, les alumni ou les futures ou même celles qui sont en cours, mais sous forme d'une bande dessinée ou de quelque chose vraiment ludique. On pensait à des petits films peut-être aussi, à des interviews, mais oui, c'est une idée, oui, pour montrer, donner à voir. Montrer que voilà, on peut y arriver. Un peu comme si on fait la petite caricature de la Wonder Woman, dire aux femmes et aux jeunes filles, oui, vous êtes fortes. Même si on vous dit, non, vous êtes fortes, croyez en vous et écoutez-vous, et vous allez y arriver. Donc j'avais pensé à ces petits leviers. Après, les thématiques, c'est en fonction peut-être de la disponibilité des personnes, etc. D'accord. De faire réseau, un réseau aussi féminin peut-être, au sein des pépites. Oui. Ok, je note. Merci. Je ne sais pas si toutes les deux vous avez des idées, des suggestions. Je pense que les plus importants, pas les plus importants, mais très importants, c'est de partager les histoires inspirantes aussi. Parce que quand moi je raconte mon expérience dans mes réseaux sociaux ou d'autres gens, où je publie les articles, je vois que c'est super important. Même petit pas, dans mon cas, c'est mon histoire de comment j'ai réussi à émigrer et rester en France. C'est très important pour les étrangers aussi. Mais aussi les histoires de réussite des femmes. Parce que je pense que quand tu vois d'autres femmes qui ont réussi, tu comprends que pourquoi moi je suis pareil, je peux réussir comme elle. Donc voilà, je pense que c'est très important pour faire plus confiance. Parce que c'est ça, je pense que c'est le plus qui nous arrête, c'est le peur, comme toi tu as dit déjà. Donc il y aura moins de peur et il y aura plus de femmes. Parce que quand même, je pense qu'il y a plus peut-être de peur. Du coup, moi c'est à la fois pour les femmes et pour les hommes du coup. Moi je connaissais pas du tout le pépite, on m'avait pas du tout parlé de ça alors que j'étais à l'UTEC quoi. Donc c'est fou. Et donc peut-être mieux augmenter la communication, notamment nous dans l'école d'ingé parce que personne n'était au courant. Je suis pas la seule, il y avait aussi Pauline qui a fait partie du pépite, etc. Je sais pas si elle fait toujours partie, mais voilà, qui connaissait pas du tout. Et on a découvert ça en même temps et du coup comme on était un petit groupe et qu'on a découvert en même temps que le pépite existait, on s'est challengé et on est rentré dedans. Mais au début, on a passé, c'est en 3e année qu'on l'a découvert, je crois. C'est-à-dire que les 2 premières années, on n'était même pas du tout au courant que ça existait. Voilà. Maintenant, ici, vous êtes tous au courant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Vas-y, je te dis. C'est juste, je mets beaucoup de... Si. C'est toujours difficile de commencer, donc allez-y. Est-ce que vous vivez tous de votre activité actuellement et combien de temps ça vous fait pour arriver au stade où vous vous sentiez légitime? Moi, voilà, oui, je peux pas dire qu'à temps plein parce que j'ai aussi mon doctorat à côté, donc je fais les deux en même temps et je passe beaucoup de temps, j'écris des articles, je gère mes réseaux sociaux, etc. Mais oui, là je fais toute cette activité, c'est depuis 10 ans, donc quand même ça a pris pas mal de temps. Et je pense que oui, après, moi je trouve que quand après 3 ans, tu n'as pas encore assez de clients et tu n'arrives pas à vivre avec ton activité, là peut-être qu'il faut changer quelque chose. Parce que pour moi, 3 ans, c'est vraiment comme la période où tu peux comprendre est-ce que tu es légitime ou pas. Est-ce qu'il y a des Est-ce que ça marche ou pas? Oui, je pense que 3 ans, c'est un peu gardé dans la tête. Moi, c'était un peu compliqué quand j'ai toujours été en train de faire les études, comme j'adore étudier comme toi. Donc bien sûr, je ne pouvais pas vraiment consacrer ma vie à gâteau. Mais là, voilà, ça fait 3 ans que j'ai fini mes études à l'école d'architecture. Et ouais, là, je pense que cette année, ça commence vraiment, je comprends que voilà, c'est une bonne activité, je gagne un peu d'argent avec ça. Donc ouais, je pense que garder dans la tête à 3 ans. Vous vous rémunérez? Oui. Toutes les 3? Pas encore. Le doctorat?
Non, les gâteaux. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Moi, C'est je pas sais encore pas. en production. Ouais, pareil, moi je viens de lancer, donc... D'accord. voilà. Mais je vous laisse Ah, répondre. Et du coup, non, moi je viens de lancer en janvier et en fait les formations se vendent de septembre à décembre. Donc j'ai complètement raté le coche. Mais bon, ça a pris plus de temps que prévu. Et comme du coup ça a commencé mais que ça se vend pas plus que ça, qu'on a plein de gens qui disent « Oh, je suis hyper intéressée, mais en septembre prochain ». Pour l'instant, je me sens pas hyper légitime. On verra l'année prochaine, on verra si ça marche pas. Mais, c'est vrai que par contre, je sais pas si c'est parce que je suis une femme ou quoi, mais moi je me sens pas légitime en tant qu'entrepreneur. Et des fois, quand je discute avec des gens qui me demandent qu'est-ce que tu fais, j'ose pas dire que je fais ça. Du coup, je suis encore étudiante. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, j'ose pas parce que ça, comme je peux pas dire bah ça marche super, on a plein de contacts, on fait plein de Mais trucs. vous êtes entrepreneur quand même. Ouais, mais ça me gêne. Ouais, ça me gêne un peu et du coup j'ose pas trop. Enfin, je le dis quand même, mais bon, je suis un peu gênée quoi. Alors ça, je fais ma prof, hein, désolée. Ouais. C'est un résultat de la littérature aussi. Il y a des articles de recherche qui montrent que la plupart des hommes, lorsqu'on les interviewe, ils disent « je suis entrepreneur », ils ont la posture de l'entrepreneur. Et les femmes qui ont la même activité vont avoir plus de mal à s'affirmer en tant qu'entrepreneur. Il subsiste en fait une image masculine de l'entrepreneur. Et comment elle explique? Parce que les femmes ont peur ou... C'est en fait la figure de l'entrepreneur reste encore l'homme blanc, bac plus 5, ingénieur de 30 ans, en jean basket. Voilà. Je fais la caricature, mais c'est ça, en fait, c'est ça. C'est encore un stéréotype à la fois de genre, de type, etc., qui fait que lorsqu'on n'est pas dans cette figure classique, on va dire, de l'entrepreneur, on a plus de mal à se projeter en tant qu'entrepreneur. Et pourtant, on entreprend. Ouais, Et on a toute la légitimité, quel que soit son profil. C'est intéressant dans mon domaine, comme je viens de Russie, et en Russie, l'image de pâtissier, c'est plutôt pâtissière, et c'est que les femmes qui font des gâteaux. Il y a quand même des hommes, mais il y a plus de femmes. Du coup, il y a pas mal des histoires des femmes très inspirantes qui ont bien réussi en Russie, ils ont créé leur business. Du coup, pour moi, et c'est plutôt l'histoire, c'est l'image d'un homme en France, et c'est très intéressant. Donc moi, je reste quand même, quand j'ai travaillé dans les pâtisseries ou les restaurants à Paris, j'étais souvent la seule femme qui bossait dans l'équipe des hommes. Donc c'est c'est vraiment intéressant. Mais dans ma tête, je dis toujours que voilà, je suis entrepreneur, je travaille en freelance pour l'instant, j'ai mon projet. Et c'est vrai, j'aimerais juste rajouter un point. En entreprise, j'avais remarqué, je sais que les mentalités évoluent au fil du temps et dernièrement aussi, mais c'est vrai qu'en entreprise, quand on voit une PDG femme, on sait qu'elle a eu ce poste après nomination, après plusieurs années, après à gravir les échelons, etc. Par contre, pour un homme, c'est tout à fait légitime d'être dans cette position et on commence à avoir des femmes entrepreneurs qui construisent des empires et peut-être qui les transmettent de génération en génération. C'est encore peu, donc il y a toujours cette dimension-là. Après, pour répondre à votre question, par rapport à la légitimité, moi personnellement, je ne vis pas encore mon activité, je vis de mon financement de recherche pour ma thèse. Mais pour le projet, je sais qu'une fois qu'il sera lancé, je ne pourrai pas, je refuse de m'offrir un salaire ou de me donner un salaire en tout cas parce que j'aimerais réinvestir. J'aimerais réinvestir pour élargir la gamme, pour faire de la communication, pour construire des bases plus solides du projet. Après, c'est un choix. Mais dites-vous qu'en entrepreneuriat, quand on se lance, on se donne entre 1 an et peut-être 3 ans, 1 an en moyenne pour voir si ça va marcher. On ne se rémunère pas, on investit, on sort de l'argent, on ne va pas rentrer de l'argent. Et si l'argent rentre, on va la mettre dans la trésorerie pour réinvestir. Et après, on aura une meilleure visibilité sur l'idée, si elle fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut ajuster, etc. Et de là, faire un choix de s'offrir un salaire ou pas. Je pense qu'à la base, c'est la passion. Parce que si on aime beaucoup le travail, moi je me dis toujours que je ne travaille jamais parce que ce que je fais, c'est juste mon amour et mon hobby. Du coup, je pense que c'est ça l'idée d'être entrepreneur. C'est vraiment adorer ce que tu fais parce que c'est la base de tout. Parce que ça se voit direct, comme je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux,
et qui s'appelle influenceur, je sais pas, un blogueur. Ça se voit toujours quand tu n'es pas sincère. Moi, j'ai vécu ça l'année dernière et c'était assez compliqué. Comme on a lancé notre école en ligne, c'était très important, les réseaux sociaux, les stories, je sais pas, pour faire les promos, etc. Et pour moi, c'était très compliqué parce que à la base, je ne suis pas très blogueuse et je n'aime pas trop poster des dizaines de stories par jour. Et comme c'était obligatoire pour commencer et lancer, ça se voyait après quelques mois que j'étais trop fatiguée et c'était pas très sincère. Donc pour moi, c'était une super expérience de comprendre que peut-être il faut changer l'idée. C'est pas, en fait, le succès de ton produit, même si par exemple c'est en ligne, là maintenant c'est très actuel, c'est pas l'histoire de... en fait, il faut trouver le moyen. Du coup, pour moi, le moyen, c'était pas poster dizaines photos par jour, il faut trouver un autre moyen. Mais le plus important, c'est vraiment rester sincère, rester vraiment amoureux de ton produit ou de ton projet. Comme ça va arriver, c'est sûr. Parce que si tu es fatigué, ça ne marche jamais. Moi, je pense que même, comme j'adore ce que je fais, je ne suis même jamais fatiguée. Je commence à faire un gâteau, bah voilà, je suis là, je kiffe. C'est ça le plus important, je trouve. La passion. Mais c'est bien. La légitimité par la passion. C'est bien aussi. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours. Ouais. Oui. Je disais justement par rapport au type, je pense pas que ça vient d'un problème de genre, parce que je pense qu'un homme a plus de fierté qu'une femme, et qu'une femme aura moins de difficulté à parler de ses sentiments qu'un homme. Un homme qui va pas oser, enfin, je sais pas comment expliquer, mais souvent, une femme va plus parler facilement qu'un homme sera plus distant sur ce qu'il va ressentir, et même s'il il va se dire, je pense qu'il y a ça, je sais pas comment expliquer, mais pour moi c'est ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est que quand on fait quelque chose, mais on ne se sent pas légitime au final de prétendre au titre de, et je pense qu'une femme a quand même plus facilité de parler de leur ressenti qu'un homme par fierté a plus du mal de dire ce qu'il ressent ou comment il voit les choses réellement intérieurement. Ce que vous voulez dire, c'est que le syndrome de l'imposteur, les hommes l'auraient peut-être, mais l'exprimeraient pas? C'est ce que je veux dire. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, vous connaissez ou pas? Oui. En thèse, on a puissance 10 aussi. C'est vraiment se ressentir illégitime dans une posture, etc. Et c'est vrai que les femmes l'expriment régulièrement. En tout cas, expriment cette fragilité qu'elles peuvent ressentir dans une posture, dans un positionnement nouveau en tant qu'entrepreneur, en tant que doctorante, etc. Un homme l'exprimera peut-être moins et du coup peut-être s'auto-convaincra peut-être différemment de sa légitimité, je ne sais pas. Moi j'ai beaucoup d'espoir dans votre génération. Peut-être que je me trompe, mais rien que le fait que vous posiez cette question, que vous exprimiez ce sentiment, montre qu'en tant qu'homme, vous êtes en contact avec vos émotions. Ce qui est aussi une force quand on entreprend, je pense. Maria parlait de passion, et ce qu'on voit quand on étudie les entrepreneurs, les entrepreneureux, ou entrepreneuses ou entrepreneurs, c'est que ça part souvent d'une passion, ça part souvent d'un constat d'un besoin, ça part souvent d'un ressenti auquel ils font confiance dans ce ressenti, d'un besoin sur le marché, d'avoir une intuition de quelque chose de nécessaire sur le marché pour y aller. Et être en prise avec être en contact avec ses émotions, c'est aussi s'autoriser à faire confiance en son intuition d'entrepreneur. Et je pense que c'est aussi ce qui peut faciliter peut-être dans votre génération d'écouter cette voix intérieure qui dit je ressens qu'il manque ça sur le marché, j'y vais. Ça c'est très important et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait pour moi la caractéristique de l'entrepreneur. Oui. Je suis désolée. Non, c'est bien, allez-y. On a 3 entrepreneuses, allez-y. Je ne veux pas prendre la place des autres. J'avais des questions parce que je me suis posé beaucoup de questions la semaine dernière quand j'étais au Sénégal parce que je suis allée à une conférence sur l'entrepreneuriat et l'économie. Et du coup, j'ai rencontré aussi des entrepreneurs, des doctorants, etc. Et comme je devais y aller pour pitcher mon projet, il y a plusieurs personnes qui sont passées devant moi et qui disaient les uns à la suite des autres qu'ils étaient doctorants
en éducation, en sciences, en économie de l'éducation, l'autre consultant en transformation, innovation, etc. Et puis moi j'arrive toute petite en me disant que je vais pitcher mon projet, au final je ne l'ai pas fait parce que Vous ne vous sentiez pas légitime? Non mais même je trouvais que c'était nul ce que je faisais. Et du coup, c'était pas au niveau, c'est même pas que je me sentais pas légitime, c'est juste que je me suis dit ça vaut pas le coup et du coup je me dis est-ce que parce que on n'est pas forcément du domaine dans lequel on veut entreprendre, est-ce que c'est un frein forcément, mais est-ce que ça nous empêche de le faire, parce que de ce que je vois là par exemple vous êtes dans le domaine déjà. Moi je suis pas du tout dans le domaine, je suis ingénieure en data science, donc je fais de l'informatique clairement. Et maintenant je fais des formations pour les aides-soignantes, les infirmières. Je suis jamais allée dans un EHPAD ou quoi que ce soit, à part pour voir ma grand-mère, mais c'est tout. Et en fait, je me suis entourée des bonnes personnes, c'est-à-dire que j'ai pris contact. Je peux pas y aller de moi-même et dire je vais faire des formations donc j'y connais rien. J'ai beaucoup lu et je suis allée contacter des gens qui sont du milieu et qui ont dit on est d'accord de t'accompagner au moins pour le début et de relire ce que tu produis, de donner des conseils, etc. En fait, quand on n'est pas du milieu, c'est pas grave parce qu'on apporte une autre vision, on apporte d'autres compétences. Et justement, c'est même plus intéressant que si on est du milieu à l'intérieur. Par contre, il ne faut surtout pas hésiter de contacter les gens du milieu, leur demander leurs besoins et leur demander si une association, si un partenariat est possible, si on peut construire quelque chose ensemble. Donc justement, moi je trouve que c'est vachement positif que tu ne sois pas du milieu. Vraiment, vraiment. Savoir s'entourer, c'est le plus important. Mon projet, c'est pas du tout de mon milieu. Je suis architecte, j'ai que des amis architectes et je viens de famille d'architectes. Donc bien sûr, je trouve qu'au contraire, ça enrichit ton projet parce que moi, j'ai commencé la pâtisserie, j'ai ma vision de comment je vois les gâteaux et ça aide, ça différencie ton projet. Parce que c'est ça, je pense que le plus important déjà, que maintenant, tu peux plus vendre sans personnalité derrière. Ça a changé le marché, donc bien sûr, il faut avoir l'image de quelqu'un intéressant derrière ton projet ou ton produit. Et deuxièmement, c'est vraiment trouver ton style. Comme moi, j'ai pas du tout la même vision que les pâtissiers qui ont fait CAP et qui ont toujours travaillé dans le milieu. Ça aide parce que déjà tu fais un autre produit, ça intéresse plus de gens, oui, c'est plus original. Et c'est très important. Et il faut toujours te demander qu'est-ce que je fais, pourquoi, peut-être j'ai quelques talents, je sais pas bien écrire, bien parler, je sais pas dessiner. En fait, il faut toujours te demander, on est tous uniques. Toujours, donc demander qu'est-ce qui est le plus unique dans mon corps, dans ma tête, et lancer avec ça, c'est super important, parce que maintenant, comme il y a beaucoup de concurrence, c'est super important d'être différent des autres, donc je trouve que c'est au contraire, c'est un point très important. Et deuxièmement, sur peut-être l'âge, c'est aussi important, comme moi j'ai commencé à faire les gâteaux à 16-17 ans, et à 20 ans, j'ai géré la pâtisserie de 6 personnes, j'étais patronne. Et moi, j'ai pas vraiment souffert de ageisme, qu'on appelle, que peut-être je suis la plus jeune. C'était quand même compliqué parce que déjà à 20 ans, j'ai pas encore fini mes études, mais j'ai déjà, je sais pas, je donne des masterclass, je parle avec des pâtissiers de 40 ans, 50 ans. C'était compliqué, mais je trouve que quand tu es sûr de toi, là maintenant, en fait, quand tu es forte et ça se voit que tu fais confiance, les gens ils vont jamais rien dire. C'est vraiment comme l'énergie qui... Vraiment les gens ils ont peur de te dire quelque chose. Parce que moi j'ai vu ces regards, comment la fille de 20 ans peut gérer la pâtisserie. C'est possible. Et si tu réussis à le faire, personne ne peut rien dire. Donc vraiment le plus important, l'essentiel c'est peur. D'avoir peur, c'est vraiment, il faut oublier ce sentiment. Vraiment lancer. Moi si j'ai un conseil à te donner, c'est de t'écouter et vraiment de te faire confiance. Parce que si au fond de toi tu as une idée, tu es parti jusqu'au Sénégal pour pitcher, c'est que forcément ton idée, elle répond à un besoin. Et c'est ton idée qui est ton point de départ. Un peu comme on dit en marketing, l'offre c'est le point de départ parce que c'est en proposant une offre qu'on se dit qu'il y a forcément une place sur le marché. Si on part du principe que tout existe, que tout le monde est satisfait de ce qu'il a, on ne va jamais produire. Là, moi, la box, on m'a dit, ça existe déjà, ça n'a aucune valeur. Je lui ai dit, ok,
ça aura une valeur et je vais chercher comment elle sera différente. Mais il faut se faire confiance. Parce que l'entrepreneuriat en une phrase, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est vraiment des hauts et des bas. Et du moment où on s'écoute, on sait ce qu'on veut, on sait où est-ce qu'on veut aller, ben on fonce. Il faut oser. Et même si on échoue, même si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci. Tu vas en sortir grande et tu vas retenir plein de choses positives qui vont te permettre de te relever et de continuer. Un peu comme les enfants, je vous parle trop enfant, mais l'enfant qui tombe, ben, il ne se dit pas « je suis triste, je tombe, je n'ai pas réussi, je vais rester par terre ». Non, il s'accroupit et il réussit. Et il continue à réussir jusqu'à ce qu'il réussisse à marcher, à courir et à sauter. Donc il faut t'écouter. Aujourd'hui, si tu as une idée, même si c'est simple, même si c'est pour créer un porte-clés et d'imprimer un logo, non, parce que c'est ton histoire. Si on part du principe que sur Instagram, il y a plusieurs blogueurs de foot, de l'info, de choses comme ça, on aura peur de se lancer parce qu'on va se dire tel ou tel, il va copier un peu mon travail. Mais derrière chaque page, il y a une personne, et derrière chaque personne, il y a une histoire. Donc c'est ton histoire, c'est à toi de la raconter. Et je ne t'ai plus, vous voyez, je t'ai tutoyé. Mais fais-toi confiance, c'est exactement ça. Il faut oser se lancer, et même si on échoue, ben, ce n'est pas grave, on recommence. Et c'est comme ça qu'on va grandir, et c'est comme ça que ton projet va grandir et va voir le jour. Et savoir s'entourer, je pense que c'est aussi une qualité première. Et savoir, enfin, lorsqu'on n'a pas la compétence ou le profil qui va bien, on va peut-être plus facilement aller chercher de l'aide. Oui. Et du coup, on ira beaucoup plus vite. C'est l'exemple de Marianne aussi, mais on n'est pas dans la compétence exacte, ben on va la chercher. Oui. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'on n'est plus seul. Et on crée un réseau très facilement du coup. Exactement. C'est-à-dire que quand vous dites, par exemple, du coup, j'ai pas la compétence, vous vous formez ou vous allez aller chercher les personnes compétentes et vous faites appel à eux pour... Ça dépend ce que tu veux, parce que ça dépend ce que c'est. Si c'est un travail énorme de se former, il vaut mieux aller chercher la personne compétente. Après, si facilement tu peux te former, ben, autant le faire. Par exemple, moi je ne savais pas du tout faire de la gestion, ben, j'ai fait quelques ateliers, je fais de la lecture, j'essaie de gérer un peu. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à aller contacter des personnes qui sont compétentes. En plus, comme ça, tu rencontres des gens, ils savent échanger avec toi, ça fait grandir ton projet, ils te donnent des idées. Vraiment, c'est important de voir des gens. Le réseau. Ouais, hyper important. Et si tu as un doute, est-ce que je me forme, est-ce que je fais appel, encore une fois, écoute-toi. Parce qu'il y a des choses qui sont simples, auxquelles on peut se former et qui vont te permettre de garder cette compétence pour après, une fois que le projet il va grandir. Après, on peut toujours se former à vie, ça c'est pas un problème, mais c'est important, comme mes collègues ont dit, de s'entourer de personnes. Moi, personnellement, je n'ai pas la compétence de tout ce qui est finance, comptabilité, et c'est un frein aujourd'hui pour avancer dans mon projet. Donc je fais appel aux personnes compétentes parce que je ne peux pas me former. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre et c'est tout à fait humain. Il ne faut pas se reprocher le fait de ne pas maîtriser telle ou telle compétence, ou si je ne la maîtrise pas, ou si je fais appel à une personne, ça ne va pas marcher. Pas du tout. C'est le réseau, c'est en créant ton propre réseau que tu pourras faire grandir ton idée. Ah oui. D'accord. Merci. Au niveau de vos statuts d'entreprise, quels sont les statuts de vos différentes entreprises? Moi, je suis depuis 2018 auto-entrepreneur et pour l'instant, moi, ça me va. Après, bien sûr, je vais changer pour les lieux. Des idées ou pas du tout? Des idées ou pas du tout de possibilité de changement au niveau du statut? Dès que ce sera vraiment le lieu, je pense que ce sera le statut, ça je sais pas comment ça s'appelle. Mais moi, mon cas est un peu particulier, comme j'ai pas fait SAP en France, mais bien sûr j'ai trouvé les pistes que si j'ai des employés qui ont fait SAP, moi c'est complètement impossible, c'est légal d'ouvrir un lieu. Donc, plus en mon collectif. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, moi c'est une SAS. Comme on est deux, c'est ce qu'on nous a conseillé et on est parti dessus, quoi. Et pour choisir votre statut, vous avez fait quoi? Enfin, où est-ce que vous allez chercher les conseils? Moi, je l'ai fait un peu vite. Honnêtement, je n'y ai pas plus réfléchi que ça. J'ai regardé un peu, j'ai demandé autour de moi à des gens qui avaient créé des petites entreprises, etc. Mais j'ai pas plus
cherchez pas. C'est pas bien, faut pas faire ça. Non mais enfin, excusez-moi, il ne faut pas que ça soit un sujet, les statuts. Si jamais vous vous plantez, c'est pas très compliqué de changer. Ça va coûter quelques centaines d'euros, c'est toujours dommage, mais c'est pas la fin du monde quoi, de changer de statut. Moi j'ai eu des structures, on m'a dit que je le mettais pas assez en avant non plus, je racontais aussi ma vie. Voilà, moi j'ai eu des structures, j'ai changé de statut, c'est vraiment pas grave quoi. C'est un peu de perte de temps parce qu'il faut remplir des papiers où on ne comprend pas bien toutes les questions et ce qu'on doit cocher comme case pour aller au CFE, etc. Et puis ça, à chaque fois ils en profitent pour demander une petite somme. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est pas un problème de changer de statut. Donc il ne faut vraiment pas que ça vous bloque. Marianne, elle n'a pas trop, on lui a dit SAS, oui je pense qu'à deux, effectivement, fiscalement c'est intéressant, c'est ce qu'on dit en général. Si un jour elle s'aperçoit que ça ne va pas et qu'elle veut rebasculer en SARL, ça se fait assez vite et ça lui coûtera pas très cher. Ça va. Moi ça sera au début peut-être auto-entrepreneur, mais c'est vrai que pour avoir une bonne connaissance, j'ai la chance d'avoir une amie avocate qui elle aussi travaille dans le domaine, donc elle m'a expliqué un peu les différents statuts. Au moment opportun, quand je voudrais vraiment statuer l'entreprise, voilà, je ferai appel à elle parce que c'est elle qui a la compétence, c'est pas moi. Mais je pense que ça sera peut-être une SASU au départ. Après, comme je visionne un peu sur le long terme mon projet, j'imagine une start-up peut-être avec un local parce que l'idée derrière c'est d'avoir une équipe internationale et d'avoir des représentants par pays pour travailler le contenu de mes box. Ah, elles ne sont pas encore commercialisées, vos box? Non, elles ne sont pas encore commercialisées et l'idée justement pour le recrutement, j'aimerais bien repasser par l'association dans laquelle j'avais travaillé pour recruter au départ des étudiants et aussi de ma propre université, l'UPEC, ce qui est normal, et de là avoir des référents par pays et dans par pays, par région, par continent, parce que c'est plus un travail de fond avant que ce soit un travail de design et de jeu sur les entités aussi. C'est plus vraiment par rapport à votre projet. Admettons que, parce que moi aussi j'ai un petit garçon, il est encore petit, mais admettons que je veux lui faire découvrir plusieurs cultures. Vous avez pensé à ça? Parce que j'ai eu l'impression que d'accord. Oui, parce qu'en fait l'idée, ce n'est pas une box, je dirais, statique. On achète ça comme ça et on arrête. Non. Et ce n'est pas non plus une box qui change tous les mois et on vous laisse dans l'attente, vous allez découvrir peut-être effet surprise ou pas. Moi j'implique le parent, c'est-à-dire vos parents, quand vous serez sur le site, qui est en cours de construction d'ailleurs, vous allez sélectionner autant de cultures que vous voulez. Et vous allez composer par rapport à chaque culture l'atelier que vous voudriez faire avec votre enfant. En termes d'atelier, j'ai histoire, géographie, art, musique, cuisine, jardinage. Ça sera en fonction des saisons, par exemple, courant des fêtes de Noël ou même du Ramadan, proposer aux différentes cultures peut-être un atelier 100% cuisine pour qu'ils mettent en avant cet aspect-là. Donc vous choisissez, vous avez la main sur la box de votre enfant. Nous, on met juste à disposition le contenu qui change évidemment. C'est pour ça que la force de ce projet, c'est le capital humain, parce qu'avoir un référent par pays, par continent, c'est vraiment avoir un ambassadeur de ce pays. Et c'est l'idée derrière de transmettre pour que même les enfants et peut-être s'associer avec des écoles pour permettre, pour organiser, pas des kermesses, mais des journées culturelles et avoir des stands par culture où les enfants pourront exprimer un peu et montrer ce qu'ils ont appris et pas uniquement se contenter des voyages qu'on peut parfois leur offrir et parfois non. Je peux tester. Et il y a des centres, comment dire, j'ai plus le mot, les centres aérés. À Paris, il y a des centres aérés bilingues avec des cultures spécifiques, espagnol, italien, etc. Bon, on peut discuter. Mais ça peut être des bons bêta-testeurs. Faire des activités avec un centre aéré espagnol et d'essayer des activités, par exemple, par rapport à des pays. Oui, tout à fait. Comme ça, qui peuvent... Après, ça sera forcément B2B, B2C, parce que le B2C, on s'adressera plus aux parents. Et en créant cette communauté, là, le parent, il deviendra un acteur et pas uniquement un consommateur. Et les professionnels, ça serait les écoles, voilà, les centres aérés, les centres de langue, tous les centres ou tous les acteurs culturels.
question, oui. question. Oui. C'était vraiment pas une question, mais plutôt j'allais un peu dans le sens d'un constat et d'une suggestion. Et je rejoins un tout petit peu les trois filles qui sont devant nous, qui ont eu l'occasion d'entreprendre. Parce que la première des choses, c'est que le premier constat peut-être qu'on adresse à tout le public ici présent, c'est un constat de représentation. Parce que la difficulté pour les femmes de pouvoir s'engager, c'est parce qu'il y a beaucoup de représentations, de stéréotypes. Et en même temps, on est toujours dans l'impression, parce qu'on parlait un petit peu de la mascularisation de l'entrepreneuriat. En fait, de nos jours, à mon sens, ce n'est peut-être plus ça. C'est beaucoup plus la représentation qu'on s'est fait, qu'on a gardé, une certaine forme d'acculturation qui se développe, et qu'on doit peut-être faire un effort tous ensemble, que ce soit le genre masculin, de pouvoir comprendre c'est plus ça, parce que si je veux motiver, c'est pas pour motiver simplement les femmes ici pour faire l'entrepreneuriat, c'est tout simplement pour leur dire que, en fait, chaque fois qu'une femme a fait de l'entrepreneuriat, elle a plus de la valorisation sur le devant public, parce qu'en même temps, on la voit avec beaucoup de force, parce qu'elle a des enfants éduqués, elle a beaucoup de charges, bien sûr, les hommes on les a aussi, mais pas comme. Parce qu'en même temps, ça fait que finalement, ça devient un peu compliqué pour elle de pouvoir y aller quand on a des gens, des thésards comme ça devant nous, qui doivent peut-être continuer à faire des études, et en même temps, parallèlement, à s'occuper des enfants, et après, à s'occuper de leur entrepreneuriat, c'est pas facile. Si on vous apporte un business plan, on vous dit faites un business plan alors que vous devez faire ça devient encore très compliqué. Il faut le faire, il faut apprendre, il faut maintenant aussi développer vos thèses avec votre directeur ou directrice de thèse. Ce n'est pas une chose facile. La première des choses, c'est une suggestion, mais néanmoins, quand on veut, on y va. Et en général, le plus dur, comme on disait toutes les trois, le plus dur, c'est de commencer. Une fois qu'on a commencé, la motivation arrive. Ça vient au fur et à mesure. À un moment, même, on se décourage, on dit j'arrête. Mais à un moment, on se dit comme disait ma mère, est-ce que oui, j'arrête tout? Est-ce que j'ai vraiment le potentiel? Est-ce que je peux vraiment entreprendre? Pourquoi? En fait, on se fait sur une violence, on n'a plus confiance en soi. Mais c'est à ce moment-là, comme disait aussi, il faut rebondir, parce qu'on se dit, moi aussi, il faut que j'y aille. Donc ce n'est plus une histoire d'homme, l'entrepreneuriat. Déjà, si vous voyez un peu, il y a eu des conférences à Beijing sur les femmes, sur l'entrepreneuriat, qui continuent au jour d'aujourd'hui. Et moi, je vous conseille d'aller voir ça, même sur le net. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut être motivé quand on est fort. Donc, ce n'est plus l'entrepreneuriat, ce n'est plus une histoire d'homme. Moi, c'est mon sens, c'est mon avis. C'est devenu un peu une histoire collective, mais quand on peut, on y arrive. La difficulté chez les femmes, les marques, quand elle prend des marques pour y aller, la difficulté c'est qu'à un moment elle est toujours convaincue que non, on ne prend pas tel que je suis, on va toujours prendre la posture de la femme que je suis, et parfois j'aurai des barrières. Mais sachez aussi une chose, c'est que l'avantage de la femme, c'est que vous avez plus des portes qui vous sont ouvertes lorsque vous voulez faire quelque chose. Quand je dis les portes, c'est pas que toujours, c'est qu'en même temps les gens se disent, elle a des difficultés, il faut qu'on lui donne d'abord la chance avant. Ça, je suis pas certaine des portes. Je suis avec ce constat. C'est peut-être un constat. Alors moi, une question, c'est justement le fait de se dire, moi, je suis un homme entrepreneur, je suis une femme entrepreneur. Le fait juste de se dire ça, est-ce que c'est pas justement un frein plutôt que de dire, je suis un être humain qui veut faire de l'entrepreneuriat? Parce que déjà, le fait qu'en fait, justement, c'est, par exemple, moi, mon cas, c'est je rentre pas dans le cadre de la société de ce qui est censé être un homme, et du coup, voilà. Mais par exemple, au final, qu'est-ce qui est censé être un homme, qu'est-ce qui est censé être une femme? Au final, c'est un être humain, et en fait, je pense que le fait de dissocier, de parler de genre, c'est déjà, d'un côté, se mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que c'est le mieux, c'est pour avancer d'un côté sociétaire, c'est surtout de se dire, on est des êtres humains, et peu importe le genre, on est d'abord un être humain, et on veut faire ça plutôt que déjà se dire, se mettre un genre, en fait, est-ce que ça serait pas un frein directement? Moi, je pense que oui et non.
parce qu'il y a quand même une réalité. Ouais. C'est réel. Enfin, on va faire quelque chose en tant que femme, forcément, il y a vraiment le stéréotype. Ben non, pourquoi il y a la vision des autres. Donc même si on peut aller à l'encontre de la vision des autres, moi c'est comme ça que j'ai été élevée. Mon père m'a toujours dit que tu es une femme noire. Donc il y a la vision des autres, mais tu vas avancer. Donc j'ai toujours avancé, j'ai toujours poussé, j'ai toujours continué. Mais c'est vrai que oui, je voyais les barrières. Après, c'est à nous, en tant que personnes, de faire attention à ces barrières-là, mais elles existent. Moi, je veux juste rebondir sur tout ce qui s'est dit là. Enfin, moi je trouve qu'il faut juste, appelons un chat, c'est le patriarcat qui fait ça tout simplement. Et du coup là dans l'idée en fait, c'est en train d'évoluer, mais il y a encore des choses. C'est pour ça que sur le constat je n'étais pas entièrement d'accord, parce que de dire que, entre guillemets, ça existe moins, maintenant il y a plus de femmes entrepreneuses, oui, il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs, les jeunes, du coup la génération dans laquelle vous avez espoir, bah oui c'est une jeunesse qui est en train de soutenir ça, et qui est en train de faire changer les choses, changer le patriarcat, et du coup justement oui moi je suis d'accord avec ça. Il y a encore des choses qui sont là, il ne faut pas les nier, et du coup, c'est en train d'évoluer, et moi je trouve que le fait qu'il y ait des représentations comme ça, justement, ça vise à ça. Mais moi je trouve qu'il ne faut pas dire que c'est des humains qui entreprennent, c'est vraiment bien de dire qu'il y a pas des femmes qui entreprennent. En fait, c'est bien de montrer que les femmes, elles sont importantes là-dedans. Je voudrais juste rebondir aussi là-dessus pour témoigner un petit peu de la recherche qu'on a menée avec ma collègue Amélie Notet depuis quelques années. On a travaillé, on a fait tout un programme de recherche sur l'entrepreneuriat des femmes dans les quartiers QPV, et on a étudié notamment un groupe de femmes qui étaient formées à l'entrepreneuriat social à la Courneuve, à la Cité des 4000. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces femmes qui entreprennent, elles ne se définissent pas forcément, elles sont femmes, elles sont mères, parfois elles tiennent la famille seule, etc. Elles se battent contre plein de difficultés au quotidien, mais elles sont avant tout entrepreneuses et elles le revendiquent. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elles sont tellement loin du stéréotype de l'entrepreneuriat, ce que je vous disais, homme, blanc, 30 ans, bac plus 5, école de commerce ou école d'ingénieur, etc. Elles disent, moi je suis comme ça, je suis telle que je suis, en fonction d'origines diverses, voilée, pas voilée, etc. Je suis telle que je suis et j'avance. Et je m'affranchis de certaines contraintes de stéréotypes parce que éloignée de ces stéréotypes. Enfin, c'est remarquable, honnêtement, on était assez admiratifs de ces parcours, mais il n'empêche qu'on ne peut pas nier les contraintes. On ne peut pas nier les difficultés au quotidien. Les difficultés, qu'elles soient organisationnelles, quand on tient seul une famille, quand on est en périphérie, quand on est en banlieue avec des difficultés de mobilité, avec des difficultés pour faire garder les enfants, avec des difficultés sur les rendez-vous, avec le réseau qui est fait de 18h à 20h, Paris-Centre, etc. Enfin, il y a des difficultés matérielles, logistiques qui sont là. Parce qu'en effet, c'est encore quand même dominé par certains modes de fonctionnement assez archaïques. Ça change, ça évolue. Moi, c'est mon sujet de recherche, donc ça me passionne. C'est vraiment de l'entrepreneuriat à la marge qui fait qu'on pousse les murs peu à peu. Entreprendre différemment, avec des parcours alternatifs, ça permet de montrer, sans mettre forcément les spots sur soi, mais qu'on fait autrement et on change le modèle. Mais ça prend du temps. Et je suis assez admirative de ces parcours, mais voilà, on ne peut pas dire que c'est pas parce qu'on ne va pas dire qu'on est une femme, d'abord ça se voit, et c'est comme ça, c'est réel. Et c'est une difficulté. Moi j'ai des femmes que j'interviewais, que je connaissais bien, je pense notamment à Pauline, qui me disait, tu sais Julie, moi je suis allée dans tel grand groupe, que je ne vais peut-être pas nommer, pour pas balancer, mais très grande entreprise, machin. Moi je suis pas blonde aux yeux bleus, hein. Elle, il se trouve qu'elle est d'origine africaine, elle m'a dit, ils m'ont regardé de haut en bas, en me disant c'est votre projet. C'est quand même une réalité, c'est une réalité au quotidien qu'on ne peut pas nier. Après on va pas se mentir, on peut pas changer le monde en 5 ans. Ah mais si. Je compte sur vous. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses avec les générations, avec les cultures, avec la société actuelle, il y a des choses à mettre en place et il faut un certain temps. Et que c'est triste de le dire, hein, mais le problème c'est que c'est un fait qui est là, c'est que la place de la femme elle évolue et c'est très récent.
Parce qu'il y a encore 50 ans en arrière, la place de la femme, c'était pas ce qu'elle est actuellement. Donc je pense aussi que, je sais pas comment l'expliquer. Mais ça change, et ça change pour tous. Comme vous disiez tout à l'heure, on m'astreint à un stéréotype en tant qu'homme, etc., que je ne suis pas. Considérer qu'il n'y a plus de stéréotypes, c'est bénéfique pour tous. Donc c'est pour ça que pour moi, on doit tous faire évoluer, faire tomber ces stéréotypes. C'est une responsabilité collégiale et je compte sur vous pour tout changer en 5 ans. Vous tous, hein, co-responsabilité. Hein. Vous aviez une question? Oui, j'avais une question, mais je ne veux pas... Allez-y. Remarquable. Mais du coup, ma question, c'était de savoir, quand vous avez fait votre premier investissement, comment vous avez fait vos choix? Qu'est-ce qui a fait que vous avez déterminé si, par exemple, je ne sais pas, la communication c'est très prioritaire pour que le projet fonctionne, ou si vous avez dit non, il faut que je me focalise sur l'offre pour investir sur ça, etc. J'aimerais savoir comment est-ce que... Je ne sais pas si la question était claire. C'est ça. Je comprends. Qui est-ce qui veut commencer? Moi, c'était un peu long quand je commençais il y a très longtemps. Bien sûr, au début, c'est des matériaux et des trucs pour commencer à créer les gâteaux, etc. Après, bien sûr, la formation, dans mon cas, c'était très important aussi. Après, comme je suis autodidacte et j'ai tout appris, j'ai fait beaucoup de fautes. C'était assez peut-être lent. Peut-être il faut prendre quelques consultations ou parler avec les autres qui ont plus réussi. Mais je pense que oui, il y a un peu dans le business plan, déjà je pense que bien sûr investir c'est super important. Par exemple dans notre école en ligne, comme c'est vraiment un autre business plan qui est écrit par mon investisseur, on a écrit ensemble, mais c'est elle qui a géré. Bien sûr au début on a décidé que plus que moitié on va réinvestir, mais quand même le reste on va prendre chacune. Donc aussi je trouve que comme toi, tu as dit que voilà, au début je ne vais pas être rémunérée, mais je vais tout réinvestir. Ma point de vue, c'est de quand même prendre l'argent, même depuis le début, même peut-être, je ne sais pas, 10%, 15%, mais ça te motive, parce que quand tu vois vraiment l'argent de tes mains ou sur ta carte, tu comprends que voilà, c'est le résultat déjà de mon travail. J'ai de l'argent que je peux dépenser pour moi, parce que bien sûr, à la base, c'est toi qui dois être en bonne santé, très contente et heureuse. Donc, je trouve que voilà, depuis le début, il faut quand même prendre une petite partie, même peut-être une moitié, ça dépend de toi, mais prendre, dépenser ou faire plaisir, c'est aussi très important. Parce que bien sûr, à la base, d'être entrepreneur aussi, c'est voilà, d'être heureux et bien. Du coup, je pense que voilà, mais bien sûr, investir, la formation, les consultations aussi, c'est super important. Et il faut aussi dépenser pour ça. Voilà. Du coup, moi, personnellement, j'ai tout fait à l'envers quand j'ai fait Est-ce qu'il y a un endroit à l'envers? J'ai vraiment fait à l'envers. J'ai pas communiqué sur les réseaux, j'ai communiqué une fois que mon produit était fini. Alors ça, c'est le pire truc. Il faut communiquer avant quand même, créer une communauté, etc. Parce que du coup, maintenant, je suis en galère parce que mon produit il est là, mais c'est pas que j'ai personne qui me suit, c'est pas vrai. Mais j'aurais pu faire bien plus en amont. Et j'ai créé mon entreprise il y a plus d'1 an, alors que mon produit il est sorti il y a 2 mois. Donc ça aussi, pas besoin de créer. Moi je pensais que par exemple quand on allait voir des gens avec qui travailler, il fallait forcément avoir une entreprise pour que ça soit sérieux. Alors que pas du tout, on peut très bien venir avec un projet qui n'est même pas encore fait mais qui est juste bien écrit et dire voilà je présente ça, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous plaît, et voilà. Et pas besoin d'avoir une entreprise parce qu'en fait c'est pas que ça veut rien dire mais faut vraiment le faire au dernier moment et pas se tracasser avec ça. Donc c'est d'autant plus important qu'il y a un certain nombre de challenges, notamment dans Pépite ou autres, auxquels vous pouvez postuler si ça a été créé il y a moins d'1 an, ce genre de choses. Donc il faut faire attention de ne pas forcément se jeter dans la dimension juridique et créer son entreprise tout de suite. Ouais, donc moi je dirais communiquer sur les réseaux avant pour essayer déjà de recueillir aussi les impressions des gens parce que ça donne toujours un avis et ça te permet de repositionner ton produit, créer un produit,
essayer de trouver des partenaires ou du moins de communiquer avec des gens du milieu pour essayer d'avoir des contacts et quand tu lances ton produit, qu'il y ait des gens qui soient intéressés, qui disent bah, moi j'achète ou moi je vais communiquer aussi pour toi parce que j'ai des gens qui me suivent, etc. Et après créer son entreprise dès que ton produit est fini ou juste avant qu'il finisse, créer l'entreprise. Et oui, avoir aussi un site internet, ça c'est hyper important. Parce que la communication sur les réseaux, j'avais fait un atelier il n'y a pas longtemps et l'intervenant il disait ton site internet il communique pour toi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, toute l'année. Et du coup, quand tu mets tes liens sur les réseaux, si quelqu'un se pose une question, hop, il va voir ton site et il y a toutes les infos affichées et tu n'as pas besoin toi de faire de l'action, en fait, ça marche tout seul. Donc ça aussi c'est important, je dirais. Je trouve que même là maintenant les réseaux sociaux c'est super important, mais quand tu as un site, il y a plus de confiance des gens. C'est un peu comme ton image, même si tu as beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais avoir un site c'est super important. Ça reste quand même. Et c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut que tu travailles ton image de marque, donc ton logo, les couleurs, ce que tu vas mettre comme titre, il faut que ton site y ressorte en référencement, il y a pas mal de choses, donc ça c'est beaucoup de boulot. Et c'est très important. Mais c'est aussi ma faute que je fais. Je parle de mon école en ligne parce que c'est vraiment un projet qui est vraiment lancé maintenant et j'ai travaillé beaucoup sur ça. C'était un peu notre faute qu'on a fait des super cours, très très bien filmés, vraiment comme des films avec les caméras professionnelles, une équipe de tournage. Et moi, parce qu'au début je pensais que voilà, je fais un super produit, très bien fait et je pourrais le vendre facilement. Malheureusement non, parce que 80%, 90% c'est communication et marketing et 10% c'est ton produit. Nous c'était un peu à l'inverse et bien sûr c'est le plus important, c'est que je suis en train de faire depuis un an. On a essayé quelques équipes de marketing et c'est super important de trouver les gens qui vraiment comprennent ton produit, qui marchent super bien, qui essaie de trouver des nouveaux moyens, comment développer ton projet. Parce que malheureusement, ce que je vois sur le domaine de marketing, c'est qu'un peu toutes les équipes, elles ont les mêmes moyens, les mêmes techniques. Et comme il y a beaucoup de concurrence, c'est presque impossible quand tu utilises les mêmes choses que tout le monde utilise, tu ne pourras jamais développer mieux. Donc là, j'ai juste dépense 90% marketing, 10% je trouve que le produit c'est quand même franchement 10% de réussite et 90% c'est vraiment l'équipe qui marche super bien. Déjà moi j'ai appris beaucoup de choses dans le domaine de marketing pour comprendre mieux, mais bien sûr c'est super important de trouver les spécialistes qui bossent bien. Et malheureusement, il y a beaucoup de propositions, mais vraiment les vrais professionnels, il n'y a que, je sais pas, 2-3 personnes, j'ai l'impression. C'est que j'ai l'impression après un an de travail. Du coup, c'est super important. Déjà, et je pense que ce que je vois maintenant, après un an de notre projet, c'est que peut-être il fallait faire même peut-être les cours pas si bien filmés, pas dépenser 10 000 € sur les cours, et peut-être dépenser 10 000 € sur marketing. Donc, c'est super important. Après, moi pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas une recette magique, ça dépend de ton produit. Mais je sais qu'il y a un point essentiel, c'est pas le produit, mais c'est plutôt l'offre. C'est par rapport à ton marché, comment tu te vois sur ce marché-là, où est-ce que tu te positionnes, est-ce que tu as une idée précise, plus ou moins, du client idéal que tu souhaites cibler. Et une fois que le contenu de ton offre il sera maîtrisé, moi, pour ma part, pour mon projet, le premier point, c'est plus le design. Donc, on est sur du marketing, justement, parce que c'est en travaillant le design, en créant cet univers de la boxe, que je ferai voyager un peu toute ma communauté. Et en second lieu, ça viendra justement le recrutement de la communauté à travers les réseaux sociaux, les campagnes, etc. Donc, si je peux dire un point, c'est en fonction du projet, comment il se positionne sur ton marché. Est-ce que c'est un segment qui n'existe pas? Est-ce que tu cibles une clientèle, pas qui n'existe pas, mais qu'on n'a jamais satisfaite sur un point précis? Travaille vraiment en plus profond ton contenu, qu'est-ce que tu proposes, et en fonction de là, tu auras les idées plus claires par rapport à qu'est-ce qu'il faut privilégier. Est-ce que je commence par la communication, même si tout de même c'est vrai que communiquer aujourd'hui c'est très important, mais justement travailler son site internet c'est encore plus important parce que ça reste la vitrine, surtout s'il y aura une option d'achat en ligne, il y aura une dimension e-shop qu'il faudra bien maîtriser, bien construire.
Et par la suite, il n'y a pas de je vais commencer par cette étape, ensuite je passe par cette étape et je ne peux pas passer à la troisième étape si la deuxième n'est pas finie. Dans l'entrepreneuriat, on a plus ou moins les idées claires, on sait qu'on doit faire ça, ça, ça et ça. Mais une fois qu'on commence, il y aura des contraintes, il y aura des obstacles, et c'est en fonction de ça qu'on pourra jongler et prioriser une étape avant une autre. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Oui, Maria. Je pense qu'un peu, là je suis en train de réfléchir, je pense que les 3 points importants de projet, c'est forte personnalité derrière le produit, parce que là maintenant c'est hyper important. Toutes les marques qui fonctionnent bien, c'est le Steve Jobs, Kylie Jenner, je sais pas, d'autres acteurs ou modèles qui sont derrière le produit. C'est super important parce que quand on achète chez une personne, c'est pour ça qu'on adore les marchés ou boucheries ou boulangeries, avec une histoire derrière. Et aussi important, c'est comprendre ton cible, communication bien sûr. Et troisième, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est unique, vraiment offre unique. Parce que voilà, maintenant la concurrence c'est incroyable, c'était pas comme ça il y a 5 ans, il n'y avait pas autant de concurrence, ça change super vite. Donc vraiment ça doit être offre unique. Qu'est-ce qui vraiment t'es différent des autres? Et c'est vraiment, je pense que les 3 points. Mettre en avant les éléments de différenciation. Oui. Après, il y a un point à ne pas négliger, c'est que quand on se lance, il y a de fortes chances à ce que le produit ou le service soit substituable. Parce qu'on a des personnes qui, au lieu d'innover ou de chercher à se différencier des autres, ils pourront partir d'une idée et pratiquement de faire un copy-paste uniquement en changeant une couleur ou un logo ou juste un slogan. Alors que quand tu vas travailler ton offre vraiment de façon profonde et ton contenu, tu dois prendre en considération ce facteur risque de si jamais mon produit on le substitue, même si je ne parle pas du côté juridique où on peut dénoncer la concurrence déloyale et autres, mais comment je peux toujours être différente et avoir cet aspect d'original, de produit original sur le marché. On a une autre question. Si vous aviez un conseil à vous donner à vous-même quand vous aviez commencé, qu'est-ce que ça aurait été? C'est une bonne question. Pas avoir peur, je pense. Pour moi, c'est le plus important. Là, j'ai plus peur de rien. Super. Moi, je sais pas du tout. Je sais pas. Moi, je dirais m'écouter moi-même. Vraiment m'écouter et ne pas écouter les autres, ne pas me laisser influencer par les autres, mais voilà, foncer et m'écouter. Et à chaque doute, me dire que c'est à ce moment-là que je dois me relever. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas de débuter et ce n'est pas non plus d'être motivé. C'est un peu comme quand on veut commencer un régime, on est motivé le premier jour, la première semaine, et puis hop, on s'enlace et on finit au McDo. Alors qu'il faut être discipliné avec soi-même. Quand on est discipliné avec soi-même, non, je passe par le McDo, mais je ne suis pas tentée, parce que j'ai un objectif derrière. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Mais moi, c'est pas trop un conseil, c'est un peu, comme tu dis, c'est plus une prévision, de dire il y aura des difficultés, il y en aura tout le temps. Ton produit au début tu diras il est super et puis tu vas le montrer, on va dire ah non il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, il faudra tout changer et en fait essayer de ne pas s'épuiser et de prendre bien les conseils à droite et à gauche et surtout essayer de tout le temps rebondir et pas se démoraliser parce que c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés quand on commence parce qu'on arrive et on connaît personne nous connaît. Et il faut réussir à convaincre et toucher énormément de gens et ça c'est compliqué. Merci. Pas de soucis. Une dernière question? Quelles étaient pour vous les plus grosses difficultés dans votre projet? Tout à l'heure, Moi, en un point, si je résume, c'est le fait de jongler entre vie personnelle et vie professionnelle. Parce que je travaillais en parallèle, j'étudiais, je n'ai jamais eu qu'un seul aspect. J'ai toujours jonglé entre 2 et 3. Là aujourd'hui c'est 3, 4. Donc c'est vraiment, c'est pas que ce n'est pas faisable, mais ça nécessite une organisation limite militaire. Parce que typiquement moi, quand je fais ma thèse, il y a des moments où je suis bloquée parce que je reçois des commentaires, je dois travailler sur un document, je ne comprends plus les commentaires. C'est écrit en français, je parle français, mais je n'arrive plus à les assimiler. Du coup, mon petit coin de décompression, c'est mon projet. Donc j'avance parce que je vois mes filles jouer, j'avance, je les imagine. Voilà, ça me permet
Quand je bloque sur mon projet, ben là je suis remotivée pour retravailler. Mais c'est plus, c'est ça, c'est jongler entre vie perso, vie pro, mais ce n'est pas impossible, il faut juste s'organiser. On s'organise une première fois, on se fait peut-être une to-do list, ça ne marche pas, on n'atteint pas tous les objectifs, c'est pas grave. On écrit plus le positif de ce qu'on a fait de la journée pour voir qu'on a été productif et ainsi de suite. Je pense que moi pareil, hein, c'est super compliqué, surtout quand tu es en freelance et les clients t'appellent samedi soir. Moi j'ai pas trop envie d'avoir un deuxième portable, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Du coup oui, c'est super important de comprendre. Moi je suis même après 10 ans toujours en train de... je m'apprends de ne pas répondre aux clients samedi ou dimanche. C'est super compliqué parce que j'essaie d'être efficace, j'essaie de répondre même à minuit et je sais qu'il ne faut pas le faire. Et là, je suis toujours en train d'apprendre, c'est super important. C'est vraiment super important. Parce que quand tu es en freelance, tu travailles entrepreneur, tu travailles 24 heures sur 24. Et là, il faut vraiment apprendre de se reposer, oublier un peu, faire du sport, parce que comme ça, en plus, pendant le sport, tu as beaucoup de nouvelles idées. Donc c'est super important. Moi, j'ai une question. Comme vous faites ça même le soir, vous ne mettez jamais d'horaire pour la freelance? Franchement, moi, je travaille tout le temps, j'ai l'impression. C'est super compliqué, il faut apprendre de bien maîtriser le temps. Mais j'ai des amis d'autres qui travaillent en freelance, malheureusement, je pense que c'est un grand problème de nous tous, un peu, que c'est compliqué de se séparer. Parce qu'en fait, quand on démarre, on a envie, pas de faire une bonne impression, mais vraiment de recruter ce premier client, de le satisfaire. On est passionné par le projet, du coup, on ne calcule pas nos heures ni nos efforts. Mais c'est vrai que quand on a une vie à côté où on doit gérer d'autres obligations, par exemple avec des enfants, etc., là on est contraint de faire stop, de s'arrêter. On peut enchaîner une journée mouvementée entre les formations, les couches, un article, etc. En fin de journée, c'est tout à fait légitime de se dire je peux m'octroyer un moment de pause parce que c'est nécessaire. De toute façon, on ne peut pas jongler tout le temps entre vie perso et vie pro. On doit se trouver ce petit cercle à nous. Je ne sais pas, peut-être, moi personnellement, j'aime courir. Donc quand je sens que je sature de taux, j'en peux plus, je pars courir, je ne sais pas moi, 1 heure, 30 minutes. Et quand on revient, on a les batteries un peu plus rechargées. Donc il faut trouver ce petit truc qui fera que vous allez vous recharger vos batteries tout seul. C'est vrai que pour éviter le burn-out, qui est vraiment un grand problème aussi, et moi j'en ai eu, et donc vraiment il faut faire les pauses, c'est super important. S'autodiscipliner pour créer son propre planning et faire l'effort pour se reposer. Oui. Moi, Du coup, c'est de savoir dire non aussi. Oui. Il faut apprendre à dire non. Vous avez déjà refusé des clients? Oui, j'ai déjà comme le 6e sens. Après les 2-3 messages, je comprends que ça ne va pas aller. Et j'ai eu quelques clients qui étaient... En fait, il y a souvent les clients qui ne sont jamais contents, même si tu fais un super produit, ils ne sont jamais contents et tu auras beaucoup plus de problèmes. Parfois, je préfère de dire non que essayer de faire le maximum d'efforts pour après avoir un commentaire négatif, par exemple. Donc, c'est super important. Mais ça arrive avec le temps, vraiment. J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir commencé trop tard? Et si oui, comment vous gérez ça? D'avoir commencé Trop tard par rapport au marché? Oui, et par rapport à votre projet, vous, par exemple, j'aurais dû commencer il y a par exemple 1 an ou... Enfin, moi personnellement, je vais me prononcer parce que je pense que je suis la plus vieille des trois. Non, parce que de toute façon, j'ai toujours eu des idées de projets. Je ne dirais pas que j'étais entrepreneur avant 31 ans, mais j'avais lancé, c'était dans le cadre justement d'un cours d'entrepreneuriat quand j'étais en école de commerce, j'avais lancé des vêtements tradis modernes avec de la couture traditionnelle, mais sur un tissu plus moderne, avec un style plus moderne. Mais je pense, en tout cas personnellement, au fond de moi, j'ai senti le bon moment. Après, je peux vous dire, lancez-vous, il n'y aura jamais de bon moment, mais c'est plus... moi, mon élément déclencheur, ça a été ma fille, et c'est en la regardant que je me suis dit, c'est bon, il faut se lancer, parce que toutes tes idées, toute ton expérience, aujourd'hui, tu peux la mettre à profit
de quelque chose qui va satisfaire non uniquement tes enfants, mais tous les enfants à travers le monde. Donc, encore une fois, il faut s'écouter et oser se lancer. On peut se lancer à 20 ans, échouer, comme on peut réussir à 20 ans. Mais il ne faut pas surtout baisser les bras. Après, je dis qu'il n'y a pas d'âge limite à si j'ai atteint les 40 ans, ben c'est trop tard pour moi. Non, ce n'est jamais trop tard. Je me lance. Du moment où tu as une idée en tête et que tu y crois, parce qu'il faut y croire, et ne pas entendre ce que les gens vont te dire, non, tu risques d'échouer, c'est pas grave. Fonce vers l'échec, c'est comme ça que tu pourras apprendre. Donc du moment où tu y crois, il faut se lancer, apprendre, et après réessayer, réajuster, et voilà, c'est comme ça que les choses vont grandir. Je veux pas dire, mais enfin, pour être honnête, j'ai l'impression que parfois c'est quand on a des choses à valoriser qu'on arrive plus à parler de ce qu'on fait. Et c'est pas très concret comme ça. Comment dire, par exemple, tout à l'heure vous parliez de votre programme de recherche et ça m'a fait penser à Meet My Mama. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'entreprise qui fait appel à des femmes qui ne parlent pas forcément français, qui sont immigrées, etc. et pourtant qui ont des compétences incroyables et qui du coup se professionnalisent dans la cuisine et du coup ça fonctionne très bien parce qu'elles sont très douées dans le truc et tout. Oui, parce qu'elles ont des choses à valoriser et comme là, les entrepreneurs qui interviennent, elles sont compétentes, etc. Mais si, ok, on a envie d'entreprendre, on a une idée, etc. Mais derrière, hormis cet endroit-là, conférence, etc., les gens nous disent, ok, du coup, vos réseaux sociaux, c'est quoi? Et ils regardent le truc où, je sais pas, on a 20 abonnés, 0 commentaire. Et moi, personnellement, là, je sais bien que ça donne de l'espoir et qu'on se dit que c'est possible, mais concrètement, quand on est sur le terrain et qu'on a envie de parler de notre projet, mais on sent rien. Enfin, moi, j'arrive pas à me dire que je vais valoriser telle chose ou telle chose de moi parce que la valeur de ce que je fais, c'est dans l'idée et pas dans le concret. Que comme là, vraiment, c'est concret, quoi. Tous les entrepreneurs ont commencé comme ça. On avait tous une idée, mais tous, que ce soit nous, d'autres, ou ceux qui ont extrêmement bien réussi, ceux qui ont raté, ils avaient tous une idée au début, ils en ont parlé, et il n'y avait rien de concret, donc c'est exactement ça. C'est juste le début. Mais au tout début, du coup, vous dites quoi pour... Moi, du coup, j'ai créé une entreprise, alors que j'avais rien du tout, donc j'ai fait des erreurs, mais l'idée c'est d'écrire un business plan par exemple. Rien que ça, tu arrives avec ton business plan, c'est un vrai dossier, les gens ils peuvent le lire, toi tu peux en parler parce que tu as bossé dessus plusieurs mois à vraiment rédiger toutes les parties, etc. Tu connais tout sur le bout des doigts, et là tu es sérieux. Là tout de suite, on dit, ah oui, elle s'y connaît, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Et peut-être qu'il y a des gens qui diront, bah non, ça m'intéresse pas ou j'y crois pas du tout. Mais au moins, tu auras vraiment bossé ton projet à fond et tu seras sûr de ce que tu dis en fait. Et c'est concret? Ouais, complètement. C'est ça, je pense que tu crées ta page Instagram, déjà avec le logo, des stories sauvegardées, quelques photos, et c'est déjà ton produit. Même il y a 20 abonnés, tu peux abonner tous tes amis, il y aura 200. Moi, j'ai commencé aussi, j'avais 10 abonnés. Donc, c'est vraiment, c'est juste step by step, vraiment petit à petit. Et déjà, c'est vrai que le business plan, c'est déjà tu peux le tenir dans tes mains, tu peux l'imprimer, bien fait comme un livre. Et c'est un vrai dossier sérieux qui est pris au sérieux par si tu vas demander des investissements, si tu vas contacter des gens du milieu, c'est un vrai... Carte de visite déjà, voilà, déjà entrepreneur. Enfin, on a des gens qui vont acheter mes produits, ils vont lire tout mon business. Non. Alors, il faut juste déjà ton idée de projet, essayer de l'écrire noir sur blanc sur un papier. Avant de commencer le business plan, c'est quoi ton projet? Tu l'écris noir sur blanc, comment toi tu l'imagines? Tu décris, moi je veux créer, je sais pas moi, un pantalon avec telle couleur, il sera vendu ici. Voilà, les questions basiques des 4P du marketing. Une fois que tu auras écrit ça, là tu vas approfondir en créant ton business plan comme Marie-Anne et Marie ont dit. On fait le business plan parce que c'est là où tu auras toutes les étapes fondatrices, je dirais, de ton projet. Tu vas t'approfondir sur le marché qui existe déjà, comment moi je vais me démarquer. Tu vas imaginer ton logo, ton design. Tu vas faire ton analyse financière, à quel coût, etc. Ton client, il ne va pas lire le business plan, c'est tout à fait normal.
Par contre, ton business plan sera ta clé pour ton investisseur, pour ton réseau, pour que tu puisses, si tu as un doute, partager, recueillir des informations, retravailler le business plan et arriver à avoir un prototype. Une maquette, après ça dépend, si c'est un service, ça serait plus peut-être sur un site, si c'est un produit, comment toi tu l'imagines, peut-être une impression 3D pour le visualiser, ajuster à droite à gauche, mais ne pas uniquement, et de là venir le présenter au client. Ça permet de poser tes idées aussi, de savoir où tu vas, de te construire toi dans ta tête et de dire ah oui alors c'est ce type de personne que je veux cibler parce que dedans tu dois par exemple décrire ton client entre guillemets idéal, quelle est la cible que tu veux, etc. Et du coup par exemple si c'est quelqu'un de jeune, que tu cibles les jeunes, bah, tu dis bah, je vais par exemple aller dans les écoles, aller voir, et du coup tu sais où tu vas, ce que tu fais avec ton produit. Ça concrétise les choses, ça permet de prototyper, ça permet de tester. Je pense que aussi super important quand tu es entrepreneur, c'est de raconter à tout le monde, vraiment à tout le monde ce que tu fais. Parce que tu sais jamais, quelqu'un va te donner une idée, quelqu'un sera ton client, même commencer par tes amis, tes parents, ton cercle, je sais pas, autour de toi, l'université, à tout le monde, vraiment, pour trouver les premiers clients. Moi, j'ai commencé, c'était des étudiants de mon école d'architecture à Moscou qui étaient les premiers clients de mes gâteaux, alors que j'ai juste commencé. Et je me rappelle toujours mon premier gâteau que j'ai fait, j'ai gagné de l'argent. Et donc c'est vraiment hyper important déjà comprendre comment tu peux te présenter en 1 minute, 2 minutes, c'est ton projet. Apprendre ça même devant le miroir et raconter à tout le monde. Même vraiment, je sais qu'avec les cours, on a essayé de faire ça. Et ce que j'en ai conclu, c'est que les gens, ils achètent. Enfin, c'est pas qu'ils achètent, mais j'ai l'impression que j'arrive plus à émouvoir les gens avec ma personnalité plutôt qu'avec mon produit. Et du coup, ça m'a freinée parce que je me suis un peu censurée en me disant que ça se trouve que le produit en soi, il répond pas vraiment au problème, mais que vu que ma personnalité elle est comme ça, ils disent c'est égal, oh là là, elle est souriante, elle fait ci, elle fait ça, et puis basta. Donc du coup, c'est pas que ça fait pas plaisir, mais c'est que mon projet en soi, Ségane, peut-être expliquer votre projet concrètement. Moi, je trouve que vous l'incarnez très bien aussi. Elle veut faire des activités pour enfants, etc. Elle est douce, elle est gentille, elle est souriante. C'est rassurant pour des parents. Et derrière un produit, il y a forcément une personne et c'est l'image de ton produit, justement, ce que tu es. Tant mieux que ça colle, en fait. Parce que, en fait, soit j'ai mon business plan, je le travaille depuis des années, etc. Les gens, ils aiment bien comment je suis, bon, voilà. Mais ça me touche quand même, c'est juste que à la fin, je convertis pas mon prospect en client parce que c'est pas... parce qu'ils me prennent moi pour ce que je fais, pas pour le projet. C'est parce que c'est du service. Oui, oui, mais... Son but, c'est ça. Ça veut dire que si j'étais pas là, ils achèteraient pas le produit, donc ils n'ont pas besoin du produit. Mais le produit, c'est toi. Donc c'est vous c'est ça, ouais. Oui, mais... Donc s'ils te veulent toi, c'est qu'ils veulent le produit. Tu vois pas. S'ils te complimentent, c'est qu'ils apprécient le produit. Mais quand le premier client, j'allais dire que j'ai rien vendu, donc j'ai pas de retour d'expérience, j'ai aucune communauté au début, et donc du coup le client je lui dis voilà, je fais des activités et vraiment ça dépend si tu vends sur les réseaux sociaux. Ça c'est l'histoire de trouver peut-être quelqu'un spécialiste de marketing qui peut faire la première pub sur les réseaux sociaux, sur Instagram, petit à petit, vraiment d'avoir plus des abonnés, communiquer sur les stories, parler avec ton visage, parler toi-même avec tes abonnés. Petit à petit, ils font faire confiance. Voilà. Mais c'est une question de légitimité. C'est parce que tu ne sens pas légitime que... Non, c'est juste, je me dis, du coup, le premier, tu fais comment avec rien? Le premier client, vu que c'est le premier, j'ai rien derrière pour dire ça fonctionne, ça c'est solide, ça c'est... Il faut y aller franchement et dire voilà, vous êtes le premier client et tu mets même une fiche retour en disant est-ce que ça c'était ok, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Justement, ça peut être super bien. Et ça peut être, peut-être que la personne va apprécier d'être le premier client et justement être testeur, etc.
Tu peux faire sinon la remise, ça peut marcher. Oui, C'est aussi, un dire élément voilà, bon, bah, marketing, je me lance, du coup. clarifier ton offre. Ouais, prix. Et ne pas lui dire vous êtes le premier client. Comme ça, il ne va pas se sentir comme le cobaye de Ouais, l'entreprise. un des premiers. Dites-lui que vous êtes parmi les premiers. Et pour mes premiers clients, ben, je propose, je sais pas moi, 1 mois gratuit de formation. Ça dépend de ton produit encore une fois. Mais il faut toujours parler dans la globalité. Et si c'est toi le produit, il faut te mettre en avant. Si vous proposez de la garde d'enfants, moi je vous prends. Moi aussi. Voilà, On n'y arrive pas. Est-ce qu'on va terminer peut-être? Oui, on va peut-être continuer les échanges éventuellement autour des bons gâteaux de Marie. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Je crois qu'on peut les applaudir. Très intéressant parce que au-delà de femmes et entrepreneuriat, c'est surtout des experts qu'on a eu. Donc merci beaucoup. Merci à vous.